Un cheval de cirque maltraité pendant des décennies échappe enfin à son tourment. Après des années de coups de fouet et d'épuisement, son premier contact avec la liberté émeut tous ceux qui en sont témoins. De profondes cicatrices commencent à guérir, tandis qu'il redécouvre sa vraie nature. Cette histoire de résilience touchera votre cœur et montrera qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et commentez depuis quelle ville vous suivez ce parcours de rédemption animale. Sous les lumières aveuglantes de la piste, un majestueux cheval blanc de 25 ans exécute son numéro pour la 1000e fois. Ses sabots frappent rythmiquement le sol, tandis que son corps exécute des mouvements répétés jusqu'à l'épuisement. Le public applaudit avec enthousiasme, émerveillé par la perfection des mouvements, ignorant complètement ce qui se cache derrière cette présentation impeccable. Les yeux de l'animal, autrefois vifs et brillants, sont maintenant ternes, presque vides, ne reflétant que l'écho lointain d'une vitalité perdue depuis longtemps. Connu seulement sous le nom d'étoile du cirque, il porte sur son corps des marques invisibles pour le public. Sous les ornements brillants et colorés qui décorent sa robe blanche, se cachent de profondes cicatrices, témoins silencieux de décennies de traitements cruels. En coulisses, loin des regards admiratifs, la réalité est sombre. Coups de fouet pour corriger des mouvements imprécis, heures interminables d'entraînement sous une chaleur écrasante, nuits froides dans des écuries exiguës et sales, et la privation constante de sa nature la plus fondamentale, la liberté d'être simplement un cheval. L'animal exécute sa routine avec une précision mécanique, tandis que le présentateur annonce d'une voix tonitruante « Mesdames et messieurs, appréciez l'incroyable étoile du cirque, l'équidé le plus talentueux du monde. » Mais ce que personne ne remarque, c'est que chaque mouvement parfait porte le poids de 20 ans de souffrance. Chaque pirouette cache un gémissement silencieux. Chaque révérence au public masque un esprit brisé qui ne supporte plus un jour de plus dans cette existence d'exhibition forcée. Cette nuit-là, alors que le cheval retourne dans son petit box après la représentation, quelque chose de différent flotte dans l'air. Une inquiétude inhabituelle, un vent qui apporte l'odeur lointaine de la pluie et du changement. Le soigneur, un homme rude aux mains calleuses par la cruauté routinière, perçoit l'agitation du temps et se hâte de verrouiller les animaux, soucieux seulement de finir rapidement son travail pour chercher un abri. Le ciel, auparavant étoilé, se transforme rapidement en une masse sombre et menaçante. En quelques minutes, une tempête dévastatrice s'abat sur le cirque itinérant. Des vents violents fouettent les toiles colorées, les faisant claquer comme des fouets géants. La structure temporaire, montée il y a seulement 3 jours dans cette petite ville de campagne, commence à céder face à la fureur implacable de la nature. Au milieu du chaos qui s'installe, des cris de panique se mêlent au bruit assourdissant de la pluie qui tombe à torrents. L'équipe du cirque court désespérément, essayant de sauver le matériel et de protéger les animaux de valeur. Dans la confusion, un fracas particulièrement fort résonne dans l'espace. L'une des structures principales s'effondre, touchant la zone des écuries. L'impact endommage gravement les portes des box où les animaux sont confinés. Pour la première fois en 20 longues années, la porte qui maintient le cheval blanc prisonnier est partiellement ouverte, sans cadenas, sans attache, sans barrière. L'animal, initialement effrayé par le bruit de la tempête, reste immobile, comme s'il ne comprenait pas la signification de cette ouverture. Un éclair illumine brièvement le ciel sombre, révélant un chemin au-delà des tentes colorées. Un monde inconnu au-delà des limites qui ont toujours défini son existence. L'instinct, endormi par des décennies de domestication forcée, s'éveille lentement au plus profond de son être. Sans les regards vigilants des soigneurs, sans le fouet toujours à l'affût, le cheval fait un pas hésitant vers la liberté, puis un autre, et encore un autre. La pluie impitoyable trempe sa robe blanche, lavant les restes de maquillage et d'ornements artificiels. Chaque pas l'éloigne davantage du cirque. Chaque mètre parcouru défait un peu les chaînes invisibles qui l'ont emprisonné si longtemps. Ce qui commence comme une marche hésitante se transforme en un trot timide, et finalement, en un galop désespéré. Sans direction définie, mu uniquement par le désir primitif de s'échapper, le cheval court pour la première fois sans ordre, sans attente de perfection, sans la menace constante de la punition. La tempête, qui semblait initialement une calamité,
se révèle être la main du destin intervenant dans une vie de souffrance. Le cheval galope à travers champs ouverts, sentant la boue sous ses sabots, le vent dans sa crinière, la pluie sur son corps. Sensation presque oubliée d'un temps très lointain, antérieur à la captivité. Chaque pas l'emmène plus loin, de son passé et, même sans le savoir, vers un avenir inattendu. À l'aube, lorsque la tempête se calme enfin, l'animal se retrouve épuisé. Ses jambes, habituées au mouvement circulaire de la piste, tremblent sous l'effort de la longue course nocturne. Désorienté et affamé, il erre à travers des collines verdoyantes jusqu'à apercevoir une grange rouge délavée au loin. Guidé par le besoin fondamental d'abri, il s'approche prudemment de la structure. La grange appartient à une petite ferme située aux alentours de la ville. Contrairement aux propriétés voisines, celle-ci n'est pas dédiée à la production agricole ou à l'élevage commercial. Une modeste pancarte en bois à l'entrée indique « Refuge Nouvelle Chance, réhabilitation d'animaux sauvés ». Le lieu est géré par Madame Claire, une dame de 70 ans qui a consacré les 20 dernières années de sa vie aux soins des animaux abandonnés, maltraités et oubliés par la société. Claire n'est pas une personne ordinaire. Avant de créer le refuge, elle a travaillé pendant 35 ans comme vétérinaire dans des zoos, témoignant de près de la réalité souvent cruelle derrière les cages et les attractions. Lorsqu'elle a pris sa retraite, elle a vendu presque tout ce qu'elle possédait pour acheter ce petit lopin de terre et le transformer en sanctuaire pour animaux nécessiteux. Ses cheveux blancs et son visage marqué de rides profondes cachent une détermination inébranlable et une connaissance profonde de la souffrance animale. Ce matin froid d'automne, alors qu'elle fait sa ronde matinale pour vérifier les dégâts causés par la tempête de la nuit précédente, Claire remarque quelque chose d'inhabituel. La porte de la grange, qu'elle est certaine d'avoir verrouillée la veille, est entr'ouverte. Avec précaution, elle pousse la lourde porte en bois et jette un coup d'œil à l'intérieur. Dans un coin sombre, tremblant non seulement de froid, mais aussi de peur, se trouve un magnifique cheval blanc. Même dans la pénombre, Claire peut voir que l'animal est dans un état déplorable. Sa robe, qui devrait être d'un blanc immaculé, est jaunâtre et terne. Les côtes sont visibles sous la peau tendue, témoignant d'une sévère dénutrition. Des blessures anciennes et nouvelles couvrent des parties de son corps, et son regard reflète une terreur profonde lorsqu'il perçoit la présence humaine. Claire, avec ses nombreuses années d'expérience, reconnaît immédiatement les signes. Ce n'est pas un animal perdu ou abandonné. C'est un survivant de maltraitance systématique et prolongée. Chaque cicatrice sur son corps raconte une histoire d'abus. Chaque mouvement défensif révèle un passé de violence. « Bonjour, l'ami », murmure-t-elle doucement en gardant ses distances. « Je ne te ferai pas de mal. » Le cheval recule encore plus dans le coin, les yeux exorbités de terreur. Claire sait qu'elle ne doit pas s'approcher. Pas encore. Au lieu de cela, elle pose lentement au sol un seau d'eau fraîche et quelques pommes, puis se retire, laissant l'animal réaliser qu'elle ne représente pas une menace. Dans des circonstances normales, Claire aurait immédiatement contacté les autorités et signalé la présence de l'animal. Mais quelque chose chez ce cheval l'a profondément touchée. Peut-être étaient-ce les yeux, des yeux qu'elle avait déjà vus chez d'autres animaux sauvés de situations critiques. Des yeux qui imploraient une chance, même quand ils ne savaient pas comment l'accepter. La situation financière du refuge ne pourrait être pire. Les factures s'accumulent sur son bureau, des avis d'échéance tamponnés en rouge. Le coût des médicaments pour les animaux déjà résidents consomme presque toute sa modeste retraite. Ajouter un autre animal, surtout un cheval qui aura clairement besoin de soins intensifs, est une décision qui frôle l'irresponsabilité. Pourtant, Claire décide de l'héberger, ne serait-ce que temporairement, jusqu'à découvrir son origine et trouver un endroit approprié. Cette décision, apparemment simple, marque le début d'un voyage qui transformera non seulement la vie du cheval, mais aussi la sienne. Les premiers jours sont caractérisés par la distance et l'observation. Claire passe des heures simplement assise près de l'écurie, lisant un livre ou tricotant, permettant au cheval de s'habituer à sa présence. Elle remarque qu'il ne mange que lorsque personne n'est là et reste en état d'alerte constant.
Après une semaine, elle tente une approche plus directe, mais est accueillie par un hennissement agressif et des mouvements défensifs. Lorsqu'elle essaye de toucher l'animal avec une brosse douce, il manque de renverser la cloison du box en panique. Claire, cependant, ne se laisse pas décourager. Au cours de ses nombreuses années de travail avec des animaux traumatisés, elle a appris que la guérison ne suit pas les calendriers humains. Chaque animal a son propre rythme, son propre parcours de guérison. Le comportement du cheval dans les mois suivants est erratique et imprévisible. Il y a des jours où il semble accepter la présence de Claire, allant jusqu'à manger des pommes dans sa main. D'autres jours, il régresse complètement, se cachant au moindre bruit et refusant tout contact. Claire observe des schémas dans son comportement. Certains objets déclenchent des réactions particulièrement violentes. Tout ce qui ressemble à un fouet ou à des harnais élaborés provoque des épisodes de panique extrême. Les bruits forts, en particulier les applaudissements ou la musique de fanfare, le font trembler de manière incontrôlable. Un incident particulièrement révélateur se produit lorsqu'un volontaire bien intentionné apporte du matériel d'équitation comme don pour le refuge. En voyant les harnais et les selles, le cheval entre dans une frénésie si intense qu'il se blesse lui-même en se cognant contre les cloisons en bois du box. Claire comprend immédiatement. Ce n'est pas un cheval ordinaire, c'est un animal du monde du spectacle, probablement de cirque. Cette révélation pousse Claire à faire des recherches sur les cirques qui sont passés récemment dans la région. Elle découvre qu'en effet, un cirque itinérant s'était produit dans la ville peu avant la tempête. Des récits locaux mentionnaient un numéro phare avec un impressionnant cheval blanc. Les pièces commencent à s'assembler, mais Claire décide de ne pas contacter le cirque immédiatement. D'abord, elle doit évaluer complètement l'état de l'animal et documenter les preuves de maltraitance. Un vétérinaire ami, qui fournit occasionnellement des services bénévoles au refuge, confirme les soupçons de Claire après avoir examiné le cheval. Une tâche qui nécessite une légère sédation, étant donné l'état d'agitation de l'animal. Le diagnostic est alarmant. Outre la dénutrition évidente, le cheval présente des dommages chroniques aux articulations, compatibles avec un effort répétitif et contre nature. Des cicatrices correspondant à l'utilisation fréquente du fouet et une usure des dents typique des animaux qui mordent constamment des objets métalliques. Un comportement stéréotypé courant chez les animaux maintenus en confinement stressant pendant de longues périodes. Armée de ces informations, Claire prend une décision. Elle ne rendra pas l'animal à ceux qui l'ont maltraité pendant si longtemps. Sa décision, bien qu'éthiquement claire pour elle, entraîne des complications juridiques qu'elle ne peut pas encore prévoir. Pour l'instant, elle se concentre uniquement sur le fait de gagner la confiance de l'animal et d'entamer sa récupération physique. La grande découverte qui change le cours de la réhabilitation se produit par hasard, 4 mois après l'arrivée du cheval. Claire, qui a toujours apprécié la musique classique, laisse sa petite radio allumée près de l'écurie pendant qu'elle effectue des tâches routinières. Lorsque les premières notes d'une suite de Bach emplissent l'air, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cheval, normalement tendu et agité, se détend visiblement. Ses oreilles, toujours aux aguets de la moindre menace, bougent doucement au rythme de la musique. Intriguée, Claire expérimente différents styles musicaux les jours suivants. Les résultats sont constants. La musique classique, en particulier Bach, a un effet remarquablement apaisant sur l'animal. Le jazz le rend légèrement agité. La musique pop est accueillie avec indifférence. Mais tout ce qui rappelle la musique de cirque provoque des réactions d'anxiété extrême. Cette découverte devient la clé pour établir un lien initial. Claire installe de petits haut-parleurs dans l'écurie, programmés pour diffuser doucement les compositions de Bach pendant une partie de la journée. Sous l'influence tranquillisante des mélodies baroques, le cheval permet progressivement des approches plus durables. 6 mois après le sauvetage, alors qu'un progrès modeste mais significatif est déjà visible, Claire reçoit une notification qui menace de détruire tout ce qu'elle a accompli. Le petit lopin de terre où elle tient le refuge, qu'elle loue depuis des années, va être vendu pour la construction d'un complexe hôtelier de luxe. Le propriétaire, un homme d'affaires d'une grande ville, ne lui offre que 90 jours pour quitter les lieux. La notification est un coup dévastateur. À 70 ans, avec des ressources financières extrêmement limitées,
Claire n'a aucun moyen d'acquérir une autre propriété ou de reloger les 17 animaux actuellement sous ses soins. La perspective de la fermeture du refuge signifie non seulement la fin du travail de sa vie, mais aussi un destin incertain pour des créatures qui dépendent entièrement d'elle, en particulier le cheval blanc, qui n'a fait que commencer son parcours de guérison. Déterminée à ne pas accepter la défaite passivement, Claire lance une campagne communautaire. Elle rédige de simples prospectus détaillant le travail du refuge et la situation actuelle, soulignant particulièrement l'histoire du cheval de cirque comme symbole de l'importance du sanctuaire. Avec l'aide de quelques volontaires fidèles, elle distribue le matériel dans les églises locales, les écoles et les commerces de la petite ville. Initialement, la réponse est modeste. Quelques petits dons arrivent, insuffisants pour faire une réelle différence. La communauté, bien que solidaire, fait face à ses propres difficultés économiques. La situation semble de plus en plus désespérée alors qu'il ne reste que 75 jours avant la date limite. Le revirement se produit de manière inattendue lorsque Marianne, la petite fille de Claire, vient lui rendre visite pendant une pause dans ses études universitaires. À 22 ans, Marianne s'est construite une présence considérable sur les réseaux sociaux en tant que défenseur du véganisme et des droits des animaux, en témoignant du travail de sa grand-mère et surtout, en rencontrant le cheval blanc et son histoire, elle reconnaît immédiatement le potentiel pour sensibiliser un public plus large. Avec la permission de Claire, Marianne commence à documenter la routine quotidienne du refuge, en se concentrant particulièrement sur le processus de réhabilitation du cheval. Dans une série de courtes vidéos, elle montre depuis les moments les plus difficiles, comme les épisodes de panique de l'animal en voyant des objets rappelant le cirque, jusqu'aux petites victoires quotidiennes, comme le cheval acceptant une caresse douce ou répondant à l'appel de Claire. Ce qui commence comme une initiative modeste prend rapidement vie lorsqu'une des vidéos, montrant le moment où le cheval permet à Claire de brosser sa crinière pendant que Bach joue doucement en fond sonore, est partagée par une célébrité comptant des millions d'abonnés. Soudain, le petit refuge rural est sous les feux des projecteurs des réseaux sociaux. L'attention en ligne se traduit rapidement par un soutien concret. Les dons commencent à affluer de toutes les régions du pays. Une plateforme de financement participatif est créée dans le but spécifique de collecter des fonds pour acheter la propriété avant qu'elle ne soit vendue aux promoteurs. Les journaux locaux et, finalement, une chaîne de télévision régionale produisent des reportages sur le refuge et le cheval sauvé. Parmi les nombreuses personnes émues par l'histoire se trouve Renée, une jeune physiothérapeute équine résidant dans une région voisine. Touchée par les vidéos et les reportages, elle contacte Claire en offrant ses services bénévoles. Après une brève hésitation initiale, Claire accepte l'offre, reconnaissant que le cheval nécessite des soins spécialisés qui dépassent ses propres capacités. Lorsque Renée arrive au refuge, le cheval présente déjà des améliorations significatives dans son comportement social. Bien qu'encore méfiant envers les étrangers, il ne réagit plus avec une panique extrême à la présence humaine. Cependant, ses problèmes physiques restent critiques. Renée, avec des yeux entraînés, identifie immédiatement des problèmes chroniques dans les articulations et les muscles de l'animal, séquelles des années de performance forcée et d'entraînement excessif. Il a besoin d'un programme complet de rééducation physique, explique la jeune professionnelle. Ses articulations ont subi des dommages permanents, mais avec le traitement approprié, nous pouvons réduire considérablement l'inconfort et restaurer une bonne partie de sa mobilité naturelle. Le défi est immense. Avant tout traitement physique, Renée doit gagner la confiance de l'animal. Pendant 3 mois intenses, elle passe simplement des heures chaque jour près du cheval, sans essayer de le toucher ou de le manipuler. Elle lit des livres à haute voix, partage des histoires de sa propre vie, lui permet de s'habituer à son odeur et à sa présence. Progressivement, le cheval commence à accepter la nouvelle humaine dans son cercle de confiance limité. Lorsqu'il permet enfin le premier toucher thérapeutique, Renée manque de pleurer d'émotion. Ce moment marque le début du véritable processus de rééducation physique. Le programme développé par Renée est complet. Hydrothérapie dans un petit bassin improvisé, massage thérapeutique, exercice d'étirement passif
et, éventuellement, de courtes promenades sur terrain souple pour renforcer les muscles atrophiés. Chaque petit progrès est célébré par l'équipe de plus en plus nombreuse de volontaires, qui se réunit désormais régulièrement au refuge. Pendant les séances thérapeutiques, Renée fait une découverte intrigante. En essayant différentes commandes verbales, elle remarque que le cheval répond étonnamment bien aux mots prononcés en allemand. Cette observation fortuite conduit à une révélation importante. L'animal provenait probablement d'un haras européen traditionnel, peut-être allemand ou autrichien, avant d'être vendu au cirque. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités. Claire et Marianne entament une recherche pour tenter de retracer la lignée du cheval. Grâce aux registres internationaux des haras et avec l'aide d'experts qui suivent l'affaire via les réseaux sociaux, elles finissent par trouver des correspondances prometteuses. Des photos d'un poulain primé d'un haras autrichien traditionnel, disparu 15 ans plus tôt, montrent des marques et des caractéristiques impressionnamment similaires à celles du cheval sauvé. Au 15e mois après le sauvetage, alors que la récupération physique progresse de manière satisfaisante et que la campagne pour sauver le refuge dépasse 60% de son objectif financier, un nouveau défi surgit. Des pluies torrentielles s'abattent sur la région pendant 2 semaines consécutives, provoquant de graves inondations. Le ruisseau qui traverse la propriété déborde, inondant rapidement les zones les plus basses, y compris certaines installations où des animaux sont hébergés. La situation se transforme rapidement en urgence. Claire, Renée, Marianne et les volontaires travaillent frénétiquement pour transférer les animaux vers des terrains plus élevés. Chèvres, moutons, quelques chiens et chats sauvés sont relogés sans grande difficulté. Le véritable défi concerne une pouliche de seulement 8 mois, sauvée d'une ferme abandonnée quelques semaines auparavant. Effrayée par l'eau qui monte rapidement, la jeune jument refuse de sortir de son box, maintenant partiellement inondée. Même les soigneurs les plus expérimentés ne parviennent pas à la calmer suffisamment pour la conduire dehors. Le temps presse, l'eau atteignant déjà ses genoux et continuant de monter. C'est à ce moment critique que quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cheval blanc, normalement maintenu dans un enclos séparé en raison de ses besoins spéciaux, manifeste une agitation inhabituelle. Contrairement au comportement attendu, panique et tentative de fuite, il semble étrangement concentré en direction de l'écurie, où la pouliche est piégée. Lorsqu'un des volontaires s'approche pour vérifier son état, le cheval pousse fermement le portail de son enclos. Au début, tout le monde interprète ce comportement comme de la peur, mais il devient vite évident qu'il y a autre chose. Avec une force surprenante pour un animal encore en convalescence, il continue de pousser jusqu'à ce que le loquet cède. Libéré de l'enclos, le cheval ne fuit pas vers des terrains plus élevés comme ce serait instinctif. Au lieu de cela, il se dirige directement vers l'écurie inondée. Claire observe la scène avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Une partie d'elle craint que tous les progrès réalisés ne soient perdus en un moment de crise, que l'animal ne revienne à des comportements erratiques provoqués par la panique. Ce qui se passe ensuite laisse tous les présents dans un silence respectueux. Avec un calme surprenant, le cheval blanc entre dans l'eau, s'approchant lentement de la pouliche terrorisée. Il n'y a aucun mouvement brusque, aucune agitation. Se positionnant à côté du jeune animal, il émet un hennissement bas et doux, un son que Claire ne l'avait jamais entendu émettre auparavant. La pouliche, qui jusque-là refusait de bouger malgré tous les efforts humains, se calme progressivement en présence du cheval plus âgé. Quand il commence à se déplacer vers la sortie, elle le suit avec hésitation. Pas à pas, le cheval guide la jeune jument à travers l'eau qui continue de monter, jusqu'à ce qu'ils atteignent un terrain sûr. L'épisode marque un point de transformation fondamentale non seulement dans la guérison du cheval, mais aussi dans la perception que tous sont de lui. L'animal qui a si longtemps été vu principalement comme une victime révèle une dimension complètement nouvelle. La capacité d'empathie, de protection et même de leadership. Après la crise des inondations, l'histoire de l'héroïsme inattendu du cheval circule rapidement, d'abord parmi les volontaires, puis dans la communauté locale et atteint finalement des audiences nationales lorsque Marianne partage le récit sur ses réseaux sociaux, accompagné de photos du sauvetage dramatique. L'attention renouvelée attire un visiteur important. Nicolas Berger, documentariste renommé spécialisé dans les histoires de bien-être animal.
Impressionné par la trajectoire du cheval et le travail du refuge, il propose de produire un documentaire complet sur le parcours de guérison. La présence d'une équipe de tournage professionnelle suscite initialement de l'appréhension. Claire craint que les caméras, les lumières et le matériel ne déclenchent des souvenirs traumatisants chez le cheval. À sa grande surprise, l'animal fait preuve de curiosité plutôt que de peur. Nicolas et sa petite équipe travaillent avec une sensibilité extraordinaire, respectant toujours l'espace et les besoins des animaux. Le tournage documente non seulement l'évolution physique du cheval, mais surtout sa transformation comportementale. L'animal qui tremblait autrefois au moindre contact humain permet maintenant à des enfants, soigneusement sélectionnés et supervisés, de le brosser. L'être qui vivait dans un état d'alerte constant profite maintenant de longues siestes au soleil. Plus impressionnant encore, il commence à manifester un comportement protecteur envers les nouveaux animaux sauvés, en particulier les équidés traumatisés. C'est comme s'il savait exactement ce qu'ils traversent, commente Claire face aux caméras. Il s'approche d'eux d'une manière que nous, les humains, ne pouvons pas atteindre. Il y a une communication qui transcende notre compréhension. Alors qu'il semble que tout s'achemine enfin vers une issue positive, un revirement dramatique secoue la tranquillité acquise. Au 24e mois après le sauvetage, un homme d'âge moyen, vêtu de costumes coûteux et d'une attitude arrogante, apparaît au refuge. Il se présente comme Auguste Dubois, propriétaire du cirque d'où le cheval s'est enfui. « Je viens chercher ma propriété », déclare-t-il sèchement, présentant des documents qui semblent légitimer sa revendication. « Cet animal vaut beaucoup d'argent. C'est l'attraction principale de mon spectacle. » Claire refuse catégoriquement d'envisager la restitution de l'animal. Elle montre les rapports vétérinaires documentant la maltraitance systématique. Elle explique la longue rééducation que le cheval a subie. Elle implore la compassion. Auguste reste impassible. « Vous avez 1 semaine pour rendre l'animal, ou vous ferez face à des poursuites judiciaires pour appropriation illégale de propriété. » menace-t-il en partant, laissant Claire désemparée. La nouvelle se répand rapidement parmi les sympathisants du refuge. La communauté qui s'est formée autour de la ferme se mobilise immédiatement. Un groupe d'avocats spécialisés en droit animalier offre une représentation pro bono. La campagne de collecte de fonds, qui se poursuivait à un rythme constant, prend un nouvel élan face à la menace imminente. Il ne s'agit pas seulement d'un animal, argumente l'un des avocats lors d'une interview à la presse locale. Nous parlons d'un précédent juridique sur le traitement des êtres sensibles. Cette affaire pourrait redéfinir la manière dont notre société et notre système juridique considèrent les animaux utilisés pour le divertissement. La bataille juridique qui s'ensuit met en débat des questions profondes. Au cours des procédures, les preuves de la maltraitance subie par le cheval sont méticuleusement présentées. Les témoignages d'experts en comportement équin et en bien-être animal renforcent l'argument selon lequel rendre le cheval au cirque équivaudrait à le condamner à davantage de souffrance et, potentiellement, à une mort prématurée. La défense du cirque repose exclusivement sur des arguments de propriété et de valeur économique. Cet animal représente un investissement significatif, insiste l'avocat d'Auguste. Il a été entraîné pendant des années pour des performances spécifiques. Sa valeur artistique et commerciale est inestimable. L'affaire dépasse rapidement les limites de la petite communauté, attirant l'attention d'organisations nationales et internationales de protection animale. Des militants organisent des manifestations pacifiques devant le tribunal pendant les audiences. Le hashtag « Liberté pour étoile », nom donné au cheval par les abonnés sur les réseaux sociaux, devient viral. Au 30e mois après le sauvetage, après une bataille judiciaire épuisante et émotionnellement éprouvante, la décision finale est rendue. Le juge, dans un jugement historique, reconnaît le droit du cheval au bien-être comme prioritaire sur toute revendication de propriété. Bien que notre système juridique classe traditionnellement les animaux comme des biens, lit-on dans le jugement. L'évolution de notre compréhension de la sensibilité animale et la préoccupation sociale croissante pour le bien-être exigent une interprétation plus nuancée de la loi. Lorsqu'il existe des preuves irréfutables qu'un animal a subi une maltraitance systématique, le droit de propriété doit céder à l'intérêt supérieur de préserver la vie et la dignité de l'être sensible.
La victoire juridique garantit non seulement l'avenir du cheval au refuge, mais inspire également des changements dans les législations locales. Dans les mois suivants, la commune approuve des réglementations plus strictes concernant les animaux utilisés dans le divertissement, y compris une inspection obligatoire par des vétérinaires indépendants et des limitations des heures de travail. Avec la sécurité juridique établie et une partie de l'indemnisation payée par le cirque. Autre décision surprenante du juge. Le refuge parvient enfin à acquérir la propriété, garantissant sa pérennité. Dans les derniers mois de ces 3 années intenses de parcours, le lieu se transforme en un centre éducatif officiellement reconnu. Les écoles locales commencent à organiser des visites régulières, amenant les enfants à apprendre sur le bien-être animal et la responsabilité écologique. L'ancien cheval de cirque, désormais officiellement baptisé Liberté, après un vote en ligne, devient un ambassadeur naturel de la cause. À la surprise générale, il fait preuve d'une patience extraordinaire avec les petits visiteurs, permettant de douces caresses, un comportement qui aurait été impensable 2 ans auparavant. Le documentaire de Nicolas Berger, intitulé « Au-delà des chaînes, le voyage de liberté », est lancé dans des festivals internationaux, remportant des prix et, plus important encore, diffusant la conscience sur le traitement des animaux dans les spectacles de cirque. Inspiré par l'histoire, plusieurs compagnies de cirque traditionnelles annoncent l'élimination progressive des numéros avec animaux, les remplaçant par des présentations exclusivement humaines. La transformation la plus émouvante, cependant, se produit dans la relation entre le cheval et Claire. Au dernier mois de la 3e année, la vieille dame fait une chute qui lui fracture la hanche, limitant temporairement sa mobilité. Pendant sa convalescence, confinée à un fauteuil roulant, elle reçoit des visites quotidiennes de l'animal qu'elle a sauvé. Tous les matins, comme s'il comprenait parfaitement la situation, Liberté marche jusqu'à la fenêtre de la chambre de Claire et reste là, l'observant attentivement. La vieille dame, avec l'aide de volontaires, est emmenée dehors chaque fois que le temps le permet. Et là, à l'ombre d'un vieux figuier, cheval et humaine partagent des moments de connexion silencieuse. C'est comme s'ils savaient exactement ce que je ressens, commente Claire à Marianne qui continue de documenter le parcours. Quand je ressens de la douleur, il se rapproche. Quand je vais mieux, il joue, court un peu, comme s'il voulait me remonter le moral. Cette connexion profonde entre 2 êtres qui ont connu la souffrance et trouvé un réconfort mutuel représente le vrai sens de la liberté. Non seulement l'absence de chaîne physique, mais la capacité d'établir des liens authentiques basés sur la confiance et le respect mutuel. Au terme exact de 3 ans depuis la nuit de tempête qui a changé son destin, le cheval démontre une transformation complète. Son corps, autrefois marqué par les cicatrices et affaibli par l'abus, arbore maintenant une robe brillante et une musculature saine. Ses yeux, autrefois ternes de peur et de méfiance, reflètent maintenant une tranquillité et une curiosité qui enchantent tous les visiteurs. Plus importante que la récupération physique est la restauration de l'esprit. L'animal qui est, arrivé brisé, méfiant et traumatisé, affiche maintenant des comportements naturels de son espèce. Il joue avec d'autres chevaux, se roule dans l'herbe fraîche, galope librement dans les champs, non plus en mouvement circulaire conditionné, par la piste, mais en ligne droite, courbe naturelle, exprimant la joie pure de simplement exister sans attente ni exigence. Un après-midi particulièrement significatif, Claire, maintenant remise de sa fracture et s'appuyant sur une canne, observe. Liberté courir dans le pâturage, accompagnée de la jeune pouliche qui l'a sauvée pendant l'inondation. Il y a une beauté poétique dans la scène. L'animal qui fut autrefois privé de sa propre nature enseigne maintenant à un autre à vivre pleinement. Savez-vous ce qui est le plus extraordinaire dans toute cette histoire ? Réfléchit Claire pour Nicolas, revenu capturer les images finales de son documentaire. Ce n'est pas seulement que nous l'avons sauvé, c'est que, de bien des façons, il nous a aussi sauvés. Il a sauvé ce refuge lorsque son histoire a mobilisé les gens. Il a sauvé cette pouliche pendant l'inondation. Et, d'une certaine manière, il m'a sauvé moi-même, me rappelant chaque jour pourquoi j'ai commencé ce travail. La caméra capture un moment parfait. Le soleil couchant baigne le champ de thon doré, tandis que Liberté s'approche lentement de Claire.
Sans ordre, sans attente, le majestueux animal incline doucement la tête, permettant à la vieille dame de caresser son museau. Il y a une communication silencieuse entre eux, deux survivants qui, ensemble, ont redéfini le sens du sauvetage. C'est la véritable essence de la liberté. Non seulement échapper aux chaînes physiques du passé, mais trouver, dans le présent, le courage de faire confiance à nouveau, de se connecter, de se permettre d'être vraiment vu et compris par un autre être. Le cheval qui n'était autrefois qu'une attraction, un objet de divertissement, un numéro dans le spectacle, a maintenant une identité complète, une histoire de dépassement et un avenir ouvert devant lui, non plus confiné au cercle vicieux de la piste, mais libre de créer son propre chemin, jour après jour, sous le ciel ouvert, qui est maintenant sa vraie maison.